Angle d'attaque. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue encore une fois dans Angle d'attaque. C'est l'émission hebdomadaire qui accueille d'habitude les grandes voix et les grands noms de la presse sénégalaise qui nous aide donc à débriefer et à mieux comprendre l'actualité récente de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de l'agenda de Ouattara et de Macron par rapport à l'ECO, la nouvelle monnaie africaine, qui vient d'être dénoncée par les pays anglophones de la CEDEAO parce que l'annonce de Ouattara ainsi que de Macron a été jugée unilatérale et brusque. Qu'est-ce que cela nous inspire aujourd'hui? Autre chose, c'est le dialogue national qui s'est ouvert et qui est dirigé par Famara Ibrahima Sagna. Après quelques temps de crispation, les choses semblent être entrées dans l'ordre. Nous allons essayer de comprendre aujourd'hui et de voir à quoi sert le dialogue. Il y a également le PDS et son leader, Maître Abdoulaye Wade, qui se sont fâchés cette semaine avec le Front National de résistance et l'ont quitté. Il y a également enfin l'école sénégalaise qui renoue avec ses vieux démons. Est-ce qu'il est aujourd'hui indiqué de mettre ses enfants dans l'école publique? On essaiera de répondre à ces questions. Et cet après-midi, nous avons plaisir à recevoir Mademba Ramata Dia, notre confrère journaliste et analyste politique. Bonsoir Mademba. Bonsoir Hassan, bonsoir à tous les téléspectateurs de ITV. Très bien. Nous avons à vos côtés également Mbaye Thiandoum, c'est le rédacteur en chef du journal Le Quotidien, donc c'est Les Échos. Bonsoir Monsieur Thiandoum. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous les téléspectateurs d'ITV. Bonsoir également, un plaisir de partager le plateau avec le doyen Demba Ramata. Voilà, très bien. On va commencer par parler de ce qui s'est passé avec les pays anglophones de la CEDEAO, plus la Guinée, qui se sont opposés à la déclaration de Ouattara et de Macron à Abidjan. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pensez des péripéties de l'ECO? C'est un sujet éminemment technique, on ne va pas déborder là-dessus, mais quel est votre ressenti par rapport à ce qui s'est passé hier? Bon, par rapport à l'ECO, il y a lieu de dire qu'il y a un pas qui a été franchi pour les pays africains, mais l'essentiel n'est pas encore fait. Qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que j'entends par l'essentiel? Arriver en sorte à ce qu'il y ait une monnaie commune qui regroupera tous les pays d'Afrique de l'Ouest, et particulièrement les géants que sont le Nigeria et le Ghana. Faire en sorte qu'on ait une monnaie commune, je crois que l'objectif c'est là. Maintenant, quand les Nigérians et les autres élèvent la voix, c'est parce qu'ils ne sont pas contents, ils n'ont pas été associés à ce jeu et ils ont l'impression qu'on assiste à une recolonisation qui ne dit pas son nom. C'est ça, mais le CFA, il faut en finir, ça c'est sûr. Oui, le CFA, il faut en finir. Très bien. Mais Thiandoum, de votre côté... Oui, comme l'a rappelé le doyen, le processus pour passer du franc CFA à l'ECO était entamé au niveau de la CEDEAO. Donc les pays étaient en train de discuter pour voir comment aller à une monnaie commune. Donc on se réveille pratiquement un beau jour et on nous annonce que les pays de l'UEMOA vont passer à l'ECO. Donc alors qu'il y avait déjà un processus en cours au niveau de la CEDEAO. Donc on comprend parfaitement la réaction de ces pays anglophones qui aujourd'hui se sentent un peu mis à l'écart. Donc c'est un problème assez complexe. Il y a beaucoup de choses peut-être qui sont cachées derrière. Par exemple, aujourd'hui, on accuse d'une certaine manière la Côte d'Ivoire de vouloir un peu profiter de cette situation pour prendre le leadership au niveau de la zone monétaire, tout en sachant que le Nigeria n'est pas prêt à rejoindre le mouvement. Donc il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Oui, donc il y a une forme de cafouillage et le momentum de Ouattara que vous avez évoqué, son agenda, ça cache quelque chose, d'après vous? À mon avis, il y a beaucoup de sous-entendus. Très bien. On va revenir au sujet, aux aspects du dialogue
national dirigé par Famara Ibrahima Sagna. D'abord, la première question, que pensez-vous du casting? Bon, c'est un personnage consensuel, du casting de Famara Ibrahima Sagna, du choix de Famara Ibrahima Sagna. Est-ce que vous pensez qu'il fera des résultats à la tête de ce dialogue national, Mademba? Bon, si on prend l'homme intitulé personnel, donc c'est un homme qui a eu à faire ses preuves durant son séjour dans le gouvernement et il a eu à traverser presque tous les régimes. Donc ça veut dire qu'il a un background qui est là. Maintenant, la question qui me dit pourquoi dialoguer et où peut nous conduire le dialogue? Dialoguer, c'est pour trouver un consensus sur les questions essentielles. Mais il est à remarquer qu'il y a deux dialogues. Il y a le dialogue national qui est là, qui malheureusement ne regroupe pas les grands partis, les grandes formations politiques de ce pays. Tous ceux qui sont dans le dialogue politique ne sont pas dans le dialogue national. Donc ça veut dire qu'il y a problème, donc ça veut dire quelque part ils n'ont pas foi en ce dialogue. Et si on interroge l'histoire récente de ce pays, on se rend compte qu'il y a eu dialogue avec le président Macky Sall, le premier dialogue qui a été institué, et le résultat qui a eu lieu, c'est la libération de Karim Wade. Donc il y a lieu d'émettre des craintes légitimes. Maintenant, pour tous ces dialogues-là, qu'est-ce qui peut être fait de nouveau? Parce que si on jette un regard dans le rétroviseur sénégalais, il y a eu des saisies qui ont été faites. Il y a eu la Commission nationale des réformes des institutions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout a été dit, tout a été réfléchi dans ce pays, il ne reste qu'à appliquer. Malheureusement, il y a un jeu de dupes qui est là entre le pouvoir et l'opposition. Finalement, personne n'a confiance en l'autre et il y a une rupture de confiance réelle entre les hommes qui partagent le dialogue. Et si ça continue comme ça, on peut être dans l'impasse. Très bien, on va revenir tout à l'heure sur d'autres aspects. Mbaye Thiandoum, on vous a lu dans votre journal, vous avez relaté ce qui s'est passé lors de la réunion d'hier, donc la mise en place, l'adoption d'un règlement intérieur. Mais il y a aussi d'autres biscuits qu'on a lus dans le journal, c'est les repas que les participants ou les membres au dialogue demandent, les per diem, les émoluments. Est-ce que vous pensez que participer au dialogue requiert des repas, des per diem et de l'argent pour régler des problèmes quotidiens? Ok. D'abord, par rapport au personnage de Famara Ibrahima Sagna, je pense que c'est une personne parfaitement capable de mener ces discussions. Donc c'est quelqu'un qui a traversé pratiquement tous les régimes. C'est un grand commis de l'administration, donc quelqu'un qui a beaucoup servi à l'État. Donc il a le background pour diriger ces négociations. Maintenant, ce type de dialogue, c'est un peu compliqué, surtout avec l'implication des politiques. Ce qui fait que avoir un certain profil peut ne pas suffire pour mener à bien les travaux. Mais je pense que comme ça commence un peu bien, disons, il peut s'en sortir. Oui, vous avez également relaté des histoires, en fait des problèmes que des participants au dialogue ont posé, la question des repas et des per diem. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces informations que vous avez eues? Bon, c'est des informations qu'on a glanées à travers nos sources. Surtout le problème, c'est quelqu'un au niveau de la rencontre qui a dit au président, vous convoquez les gens jusqu'à 16 h, ils ne mangent pas. Si vous continuez comme ça, les gens ne vont plus venir. Donc il y a d'autres gens aussi qui s'attendent à ce qu'au moins qu'il y ait un remboursement des transports. Parce qu'ils disent que ça se fait déjà dans les autres types de concertations. Par exemple, pour les concertations, pour le dialogue politique avant les élections. Donc il y avait, les gens étaient souvent à l'hôtel, ils mangeaient là-bas. Au retour, chacun recevait un remboursement de transport 5 000 à 10 000 francs. Donc ils s'attendaient à ce que ce même scénario soit remis au niveau du dialogue national. Et les millions évoqués par Mamadou Lamine Diallo ont été démentis. Justement, certains disent que c'est cela même qui leur a porté tort, parce que dès qu'il a parlé de millions, les gens ne veulent plus parler d'argent. Et le président du dialogue, Famara, dit que lui, il n'a pas besoin de salaire, il n'a besoin de rien, parce qu'il est à l'abri.
Ah oui, lui, on le comprend. Bon, il n'est pas dans certaines situations, mais au niveau du dialogue, il faut reconnaître aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout nantis, qui sont au niveau du dialogue. Peut-être ces gens-là ont besoin d'accompagnement. Parce que le travail aussi, ce n'est pas facile. Quelqu'un qui est là du matin au soir, qui ne mange pas, au moins, on pourrait peut-être leur servir le repas. Très bien. Donc, Mademba, il y a des partis d'opposition qui ne sont pas au dialogue et même des personnes de la société civile qui ont vu malice dans ce dialogue. C'est-à-dire, c'est la porte ouverte peut-être à la formation d'un gouvernement d'union nationale ou même à de l'entrisme. Est-ce que vous suivez le regard de ces personnes qui parlent comme ça ou est-ce qu'il faudra donner beaucoup plus de crédit et du sens est-ce que vous donnez beaucoup plus de crédit et du sens au dialogue? Bon, si on observe de très près, comme je le dis tout à l'heure, les formations politiques les plus grandes de ce pays ne font pas partie du dialogue national. Ils sont intéressés par le dialogue politique pour parler de processus électoral, de refonte du fichier et du parrainage, entre autres. Donc ça veut dire qu'ils ne portent pas une grande considération à ce dialogue. Et maintenant, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce dialogue? S'il y a, bien vrai, il y a les questions essentielles qui concernent la sécurité, l'environnement et tant d'autres questions qui peuvent être inscrites dans l'agenda du dialogue politique, mais si on n'arrive pas, mais le problème majeur est que si les gens ne se retrouvent pas, ne trouvent pas un consensus, il y a le président Macky Sall qui est appelé à trancher. Et l'histoire a montré à chaque fois qu'il a tranché, donc il tranche à faveur de son camp ou bien de ses préoccupations et ça finit par un flop. Donc c'est vous dire que notre démocratie a deux faiblesses majeures. La première est que le chef de l'État est chef de parti. Quand on est chef de parti, on est chef de clan. Et quand on est chef de clan, on est par essence partisan. Donc tout ceci. Maintenant, l'autre faiblesse majeure est constituée par l'inféodation de l'exécutif, de la justice dans l'exécutif. Donc tout ça, c'est des problèmes qu'il faut gérer. Mais l'essentiel pour moi est que ceux qui sont présents au dialogue aient à cœur de faire bouger les lignes, de faire que le Sénégal aille sur de bons rails et qu'on trouve ça en compte. Mais pour le moment, je ne vois pas qu'on pourrait aboutir à grand-chose. C'est ça. Et le président a dit qu'il va appliquer les résultats ou les décisions consensuelles issues du dialogue. Mais ça, c'est une bonne chose quand même qu'il le dise. Si on en arrive là, c'est une bonne chose. Ça me rappelle Diouf qui avait dit que je ne changerai aucune virgule dans ce que vous m'aurez proposé. Bon, c'est la formule empruntée de manière larvée par le président Macky Sall. Mais tout qu'on fait, c'est que c'est le Sénégal qui nous intéresse. Il faudrait qu'on arrive à faire en sorte que les politiques ne prennent pas ce peuple en otage. Si vous faites la cartographie des formations politiques et le recensement de leurs militants, ils n'arrivent pas à faire 1 million. Donc, et les 14 millions de Sénégalais, où sont-ils? Donc ça veut dire que les politiques sont là, ils mènent le pays à leur guise et finalement, le Sénégal est là, ils ont perdu confiance en leur présent et en leur avenir et aussi en ce qui le gouverne. Très bien. Mbaye, est-ce que vous donnez vous aussi du crédit au dialogue? Parce que aussi la démocratie, si on y voit de près, c'est pas les insultes, c'est pas les invectives à longueur de radio ou de télévision, c'est le dialogue civilisé. Est-ce que c'est pas mieux d'organiser un dialogue dans ce pays? Oui, le dialogue en soi, c'est une bonne chose. Mais il y a aussi l'opportunité et les objectifs du dialogue. Moi, aujourd'hui, je ne vois pas tellement ce que ce dialogue-là peut apporter de plus au Sénégal. Donc, on est passé par les assises nationales. Ce qui a été fait au niveau des assises nationales, je ne pense pas qu'on puisse le faire au niveau de ce dialogue-là, parce que les assises nationales étaient beaucoup plus inclusives. Or, les conclusions des assises sont en train de dormir dans les tiroirs. On va revenir, refaire la même chose, les ranger dans les tiroirs. C'est vrai, le président s'est engagé,
Mais à mon avis, il s'est engagé comme ça. Le président a déjà son programme, son PSE. Qu'est-ce qu'il va faire de ces résultats? Est-ce qu'il va prendre les conclusions des assises pour changer ces programmes qui sont en train d'être déroulés? Je pense que non. Donc, à mon avis, peut-être au sortir des élections, le président a voulu qu'il y ait un apaisement au niveau du pays. Et la meilleure manière de le faire, c'était un peu de ramener tout le monde, ses opposants, autour d'une table et discuter donc ce qui pourrait apaiser un peu le pays. Mais on voit qu'aussi, il n'a pas eu les résultats escomptés. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule partie de l'opposition qui est au dialogue. Les plus grands partis, comme il l'a rappelé, ne sont pas du dialogue national. Très bien. Voilà, justement, concernant l'opposition et le boycott d'une partie de l'opposition, Mademba, est-ce que ces événements-là ne vont pas gâcher la fête, ne vont pas annihiler un peu les résultats que l'on pouvait attendre de ce dialogue? L'absence des grands partis de l'opposition au dialogue national va avoir un impact sur, même s'il y a des résultats, parce que ce sont eux les principaux acteurs sur lesquels on peut compter pour faire bouger les choses et secouer la vie sénégalaise, surtout politique. Donc c'est vous dire qu'il y a un goût d'inachevé qui est là et qu'il faut gérer. Maintenant, quelle sera l'attitude de ces gens qui ont boycotté le dialogue national? Ça veut dire que ce qui en sortira ne va pas les concerner et certainement ils vont décrier cela. On a remarqué aussi que l'opposition en tant que telle est apparue plus fragmentée que jamais par l'opportunité ou non d'aller au dialogue. Cette opposition-là, on ne la comprend pas non plus. Au-delà de la fragmentation de l'opposition, il y a lieu de noter qu'elle est dans un sommeil profond. À part Sonko qui s'agite, tous les autres sont dans un silence de cathédrale. Et qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Bon, c'est des questionnements qu'on peut se poser. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le rapport entre une force organisée et une autre force organisée, il faut opposer une force organisée, comme le dit Lénine. Donc, le pouvoir est là. Le président Macky Sall est clair dans ce qu'il fait. Ce qui l'intéresse, c'est, il a déjà dit, réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et depuis lors, il a entamé ce qu'on pourrait appeler la GONAP, la grande offensive de neutralisation des adversaires potentiels. Sur ce registre précis, il a eu à mettre au pas des leaders comme Karim Wade, Khalifa Sall, qui étaient à l'époque ses adversaires les plus corsés. Au-delà de ça, il y a aussi la société civile qui a été phagocytée. Ces figures emblématiques sont autour de lui. Il y a aussi ses partis alliés. Il les a décapités. Donc, il est dans son schéma, il est clair, il sait là où il va. Maintenant, la grande question est, d'ici 2004, qu'est-ce qu'il peut faire pour que le pays soit dans une situation de prospérité? D'ici 2024. Hein? Oui. Très bien. Est-ce que, Mbaye Thiandoum, l'opposition sénégalaise, en 2020, aujourd'hui, vous fait rêver? Pas du tout, parce qu'on n'a pratiquement pas d'opposition au Sénégal. Aujourd'hui, si on peut parler d'opposition, peut-être on va citer Ousmane Sonko. C'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui porte certains combats. Aujourd'hui, l'opposition sénégalaise est absolument à la rue. Et ce qui est d'autant plus regrettable que ce sont les partis qui devaient porter les combats qui sont aujourd'hui dans le silence. Ceux qui sont allés au dialogue, déjà ils se discréditent par rapport au reste de l'opposition. Donc les gens pensent qu'ils sont là-bas juste pour amuser la galerie et permettre à Macky Sall de faire passer ses pilules. Très bien. Abdoulaye Wade qui a boycotté donc, en tout cas son parti, le dialogue. Est-ce qu'on va dire que les absents ont tort ou est-ce qu'il a raison de ne pas prendre part à ces assises? Abdoulaye Wade a ses préoccupations personnelles. En tant que leader d'un parti qui s'appelle le PDS, en tant que aussi quelqu'un qui a eu pendant 7 ans à vivre une période de froid avec le président Macky Sall. Depuis 2012, les deux hommes ne se sont pas vus. Bon, grâce
au khalife général des Mourides. Ils se sont rencontrés à Massalikul Jinan le 27 septembre. Ensuite, ils se sont revus le 12 novembre. Wade s'est rendu au palais de la République. Bon, le président Macky Sall lui avait promis une visite qu'il a tardé à faire. Et cette conjonction de facteurs-là fait qu'il n'est pas content de cela et il mène ce qu'on appelle un rapport de force. Et comme lui et comme le président Macky Sall, ils ont appris à conjuguer deux verbes, lesquels serrer, desserrer. Serrer, mettre la pression, desserrer, relâcher quand il y a de la résistance. Donc, c'est deux hommes qui fonctionnent ainsi. Donc, ça veut dire que... Mais maintenant, au-delà de ça, le président Abdoulaye Wade est préoccupé par le sort de son enfant, qu'on appelle Karim Wade. Karim Wade est l'étoile qui doit briller pour lui. Et le PDS a toujours été constitué pour lui comme une PPP, une propriété privée et personnelle. Donc il en use, en abuse comme il veut. Il nomme et dégomme qui il veut. Donc il a toujours fonctionné ainsi et celui qui mène les... Mais malheureusement, face à Macky Sall, depuis 2007, il a perdu tous les combats. Très bien. Mbaye Thiandoum, le FNR, le Front de Résistance Nationale, FRN, j'espère que je ne m'abuse pas. À quoi il sert aujourd'hui? Est-ce qu'on peut l'accuser de s'enticher avec la majorité? Est-ce que le PDS a raison de pointer des dysfonctionnements autour de ce front? C'est vrai que le FNR aujourd'hui pose de sérieux problèmes. Je pense qu'ils ont même des problèmes d'organisation, de structuration. Donc c'est une organisation qui est là, des forces fédérées, mais pratiquement, on peut dire qu'il n'y a même pas de coordination parce que chacun y va de ses idées et de ses intérêts. Aujourd'hui, il y a une partie qui est dans le dialogue. Si vous les interrogez, ils vous disent que ce n'est pas le FNR qui est au dialogue, mais c'est des partis qui sont partis là-bas individuellement. Et la sortie de Wade aussi, je le comprends d'une certaine manière. Wade, c'est un politicien, il fait de la politique. Aujourd'hui, au sein de son parti, il y a un mouvement qui est né et qu'on a accepté au sein du FNR. Aujourd'hui, si vous voyez, la tendance d'Omar Sarr est aujourd'hui beaucoup plus représentée que les autres, même au niveau du dialogue national. Donc c'est des frustrations que les gens ont, parce que je ne peux pas être l'un des partis les plus importants. Vous créez un ennemi à l'intérieur qui vient s'asseoir à ses côtés. C'est compliqué, quoi. Quand on connaît bien Wade, il y a des choses qu'il n'accepte pas. Oui, c'est ça. Et Mme a brossé tout de suite les retrouvailles ou les vraies fausses retrouvailles du président Macky Sall et du président Abdoulaye Wade. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui et quelles sont les informations que vous avez à votre disposition sur ça? Je pense que ces retrouvailles sont une bonne chose quand même pour le pays et surtout pour les deux personnalités. Et je pense même que c'est le président Macky Sall qui en tire plus profit. Parce que c'est quelqu'un qui a cheminé avec Wade. Wade a fait énormément de choses pour lui. À un certain moment, leurs chemins se sont séparés. Et aujourd'hui, Wade a atteint un certain âge. Macky Sall est encore jeune. Bon, le fait qu'il soit séparé comme ça pendant des années, je crois que le président se sentait mal à l'aise par rapport à cette situation. Donc ces retrouvailles, pour moi, c'était vraiment une véritable bouffée d'oxygène pour lui par rapport à ses relations avec Wade. Il en avait besoin, à mon avis. Oui, le président de la République qui a reçu, semble-t-il, Moustapha Cissé Lo. Il y a le parti, les instances qui se sont réunies cette semaine pour parler de discipline au sein de l'APR. Qu'est-ce que vous pensez de la discipline globale dans ce parti? Bon, l'APR est un parti qui a grandi trop vite. Donc en 4 ans ou bien 5 ans, il a eu le pouvoir. Donc il y a des dégâts collatéraux de cette croissance très, très rapide. Donc au-delà de ça, il y a que l'APR n'est pas encore structuré dans le sens classique d'un parti. Maintenant, chacun il va essayer de gérer son précaré et il y a des contradictions, le choc des ambitions est là. Maintenant, par rapport à certains comme Moustapha Cissé Lo, Farba Ngom, Moustapha Diakhaté, Alioune Badara Cissé,
ils se considèrent comme les détenteurs d'une légitimité historique, pour avoir été là au moment des années de braise, pour avoir été là au moment où il fallait se munir d'une dose de courage pour fréquenter le président Macky Sall. Donc ils étaient là, ils y ont investi leur argent, leur énergie, même au risque de leur vie. Donc ces gens-là, quel que soit leur comportement et leur dérive, il sera extrêmement difficile au président Macky Sall de les mettre au pas ou bien de les sanctionner. Donc ça veut dire quoi? Il essaie toujours de trouver un terrain d'entente avec. Et puis on est en politique. Mieux vaut additionner que soustraire. Donc il est dans cette logique, mais faire en sorte que tous ces gens-là qui ont été aux premières heures de son accession soient considérés à leur place, quoi. Très bien, on va terminer avec le dernier volet de cette partie d'émission, c'est l'école sénégalaise dans sa globalité, avec le front qui se réchauffe et l'école donc qui retrouve ses vieux démons. Alors la question simple, est-ce que vous continuez à mettre vos enfants dans l'école publique? On ne la dénigre pas, nous en sommes tous issus, mais qu'est-ce que vous pensez de notre école publique de façon globale, Baye? Oui, c'est vrai que la situation est critique, sinon alarmante, parce que depuis plusieurs années déjà, l'école sénégalaise connaît énormément de problèmes, et cela a rejailli sur le niveau. Donc aujourd'hui, le niveau de nos élèves, de nos étudiants est catastrophique. Et cela se comprend aussi parce que les conditions d'études sont vraiment désastreuses. Si vous prenez par exemple la situation de nos universités aujourd'hui, ce qui s'y passe est incompréhensible. Il y a énormément d'étudiants, les moyens ne suivent pas, l'équipement ne suit pas. Par exemple, à Bambey, où on a eu récemment des problèmes, vous avez pratiquement 9000 étudiants. 9000 étudiants, je dirais même que la ville de Bambey elle-même ne peut pas les contenir, à plus forte raison l'université de Bambey. Donc là-bas, il y a un restaurant de 180 classes. Pour combien d'étudiants? Le plus grand amphi là-bas a 500 places. C'est des problèmes qu'on amène. Donc, Mademba, oui. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui la revendication des enseignants? Ils demandent un meilleur système de rémunération qui soit plus équitable. Ils demandent des rappels, ils demandent une sorte de dématérialisation, c'est-à-dire qu'on enlève le millefeuille administratif qui provoque des lenteurs. Est-ce que vous comprenez leur démarche aujourd'hui? Bon, ce qui se passe dans l'enseignement est la conséquence d'une certaine légèreté de la part des pouvoirs publics. Parce qu'il n'y a pas de recours, si vous observez bien, il n'y a pas de revendication nouvelle. Ce sont des doléances qui ont été faites en 2014 et le gouvernement s'était engagé à les régler par rapport aux lenteurs administratives qui sont conçues par les indemnités, ensuite par les reclassements, les avancements du personnel et les rappels. Donc, ça, c'est des revendications anciennes. Bon, il y a quelque chose qui s'est greffé, la dématérialisation, mais le fait est que parce qu'à l'époque, on nous parlait d'engagement réaliste et réalisable. Mais qu'est-ce qui a changé pour que les pouvoirs publics n'arrivent pas à régler ces questions? Donc cela pose problème. Donc les enseignants sont une... Et maintenant, au-delà de ça, il y a le statut il y a une étude qui a été faite pour voir les disparités dans la fonction publique. Il a été noté que les enseignants sont les plus lésés dans cette affaire. Bon, le gouvernement s'était engagé à corriger. Jusqu'à présent, il ne l'a pas fait. Donc, tout ça, c'est des questions qui sont là. Maintenant, il y a aussi un problème réel qui est là, c'est le manque criant d'enseignants à travers le Sénégal. Bien vrai que le Sud-Est a parlé de 400 enseignants, mais du côté du gouvernement, par la voix de M. Diagne, qui est le directeur de la formation et de la communication, il dit que le nombre n'est pas aussi grand que ça. Mais donc, ça veut dire qu'il a reconnu, il fait un aveu de taille que le déficit est là. Maintenant, quand on ne valorise pas les ressources humaines,
est-ce qu'on peut s'attendre à un enseignement de qualité? Donc tout ça, c'est des questions. Les ressources humaines, les ressources humaines. Bien vrai, il est à noter que l'État a beaucoup investi dans l'éducation en termes de milliards, d'infrastructures et tout ça. Mais il y a des problèmes qui sont là et les abris provisoires aussi sont encore dans le paysage scolaire. Tout ça, c'est des problèmes qu'il faut gérer, mais on peut espérer, si les gens arrivent à trouver un lien. Malheureusement, il y a les grèves qui profilent à l'horizon, le 22 et le 23 janvier prochain, et ça crée une inquiétude du côté des parents qui dénoncent chaque fois l'école publique. Mais il y a de la matière qu'on peut valoriser. On ne va pas demander qu'on organise encore des états généraux. Comment vous, comme dernière question, vous voyez l'avenir de l'école publique sénégalaise? Est-ce que vous en êtes optimiste? On n'est pas trop optimiste quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui est en train d'être fait ne rassure pas. Vous l'avez dit, aujourd'hui, après une année sabbatique, les enseignants avaient fait des efforts en essayant un peu de rester une année sans faire de grève. Mais jusqu'à présent, la situation n'est pas réglée. Ils sont obligés de reprendre la lutte. Et c'est regrettable. Et d'après la posture du gouvernement également, on va certainement vers des problèmes. Par rapport au système de rémunération, tout le monde est d'accord aujourd'hui que les enseignants sont lésés. Donc, mais l'État ne peut rien faire. Donc, par exemple, si vous voulez niveler par le bas, vous allez toucher aux acquis des gens. Donc si vous nivelez par le haut, il n'a pas les moyens de le faire. Donc c'est un problème. Et les enseignants sont cramponnés sur ce point. Très bien, oui. Et puis il y a une grosse question, c'est-à-dire c'est l'école sénégalaise à deux vitesses. Pendant que dans le public il y a des grèves, dans le privé ça marche normalement. Est-ce que ça pose pas de problème à votre avis? En tout cas, si ce qui se passe est regrettable, si on ne peut pas embrayer dans la même direction entre le public et le privé, mais les responsabilités sont là, il faut les assumer. Bon, les enseignants nous demandent ce qui est faisable, parce que c'est l'État qui s'était engagé quand même. Et il doit respecter ses engagements, faire en sorte que ce cercle de grève-là ne prospère pas et que les Sénégalais qui ont foi à l'école publique continuent d'en bénéficier et d'en trouver leur compte. Parce que si vous observez l'université, elle est victime des sureffectifs. Elle est aussi victime des grèves cycliques. Elle est aussi victime de la violence. Donc tout ça, c'est en 2020, des étudiants pour percevoir leur bourse sont obligés de prendre possession de la rue. Ça veut dire que quelque part, il y a un goulot d'étranglement qui est là et qu'il faut rectifier le plus rapidement possible. Parce que comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus efficace qu'on peut utiliser pour faire changer le monde. Et nous avons besoin de changer le Sénégal. Merci, Madame. Ah, oui, Ce qui est regrettable, vous parlez de deux vitesses. Aujourd'hui, le privé fait de bons résultats. Or, généralement, ce sont les enseignants du public qui vont enseigner dans le privé. Vous voyez, donc ça pose problème et c'est regrettable. Merci beaucoup, Mbaye Thiandoum. On va s'en arrêter là. Avec ces considérations, on va vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci. Merci beaucoup. J'avoue que c'est un exercice que je ne fais pas beaucoup. Je suis mieux à l'aise devant mon clavier que devant les caméras. Avec la presse écrite. Merci beaucoup, merci Mademba. Hassan, merci. Et à bientôt. Ok, à bientôt. Merci beaucoup. C'est la fin de cette première partie et dans un instant, nous allons recevoir un autre confrère qui va nous parler cette fois de géopolitique et d'actualité internationale. À tout de suite. Angle d'attaque. C'est la deuxième partie d'Angle d'attaque et nous avons plaisir à recevoir notre confrère Mamadou Thior qui nous vient du journal Parler de Radio Sénégal. Il est en même temps le président du CORED. Bonsoir Mamadou Thior. Bonsoir Hassan. Merci d'accepter notre invitation. On va vous demander d'abord de nous rappeler un peu les missions du CORED. Oui,
Le CORED, c'est l'organe d'autorégulation, c'est le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias. Et donc les deux mots-clés, c'est l'éthique et la déontologie. Arriver à faire respecter ces deux mots-clés dans la pratique journalistique, c'est tout le sens du CORED. Parce que nous avons noté que ces dernières années, il y a beaucoup de laisser-aller. Donc pour un peu amener les gens à être regardants sur comment nous pratiquons notre métier de journaliste, c'est pourquoi nous avons cru mettre en place cet organe d'autorégulation qui travaille à côté du CNRA, qui est un organe de régulation mis en place par l'État du Sénégal. Là, le CORED, c'est nous dans nous. C'est les acteurs des médias qui ont senti le besoin. Et en son sein, il y a notamment ce qu'on appelle le tribunal des pairs, qui juge des affaires qui sont portées devant cette instance de juridiction, quand par exemple quelqu'un se sent diffamé par un journaliste, au lieu d'ester en justice devant les cours et tribunaux, il peut venir devant le tribunal des pairs, et parce qu'on dit qu'il n'y a pas pire peut-être jugement que le jugement qui provient de ses pairs. Et nous vous avons invité aujourd'hui exactement pour évoquer avec vous des questions internationales et géopolitiques brûlantes, notamment le Sahel, où la France va continuer à s'incruster. Emmanuel Macron a décroché ce qu'il appelle sa clarification auprès des chefs d'État du G5 Sahel à la suite du sommet de Pau qui vient de se tenir. On essaiera donc de comprendre cette victoire d'Emmanuel Macron et pourquoi les pays du Sahel sont si vulnérables face aux coups de boutoir des groupes djihadistes de plus en plus nombreux. Autre chose, la Libye, un pays qui n'est plus que l'ombre de lui-même depuis l'assassinat, on va le dire comme ça, de Kadhafi en 2011, c'est la guerre civile là-bas en Libye. Haftar est un maréchal autoproclamé à la tête d'une milice armée là-bas. Donc c'est l'homme fort de l'Est libyen depuis 2014. Et son offensive sur Tripoli est en train de se poursuivre, et Tripoli est le siège du gouvernement reconnu de Sarraj par la communauté internationale. Sarraj qui est soutenu par la Turquie notamment. Et puis enfin l'Amérique de Donald Trump, l'Amérique que vous connaissez très bien, et Donald Trump qui fait face actuellement à un procès de destitution. Il est accusé d'abus de pouvoir et d'obstruction au Congrès par la Chambre des représentants à majorité démocrate. J'espère que c'est comme ça. Et voilà, c'est le troisième président à subir cette sorte d'infamie. Et c'est au tour donc aujourd'hui du Sénat à majorité républicaine d'organiser le procès. Est-ce que cette procédure contre Donald Trump va aboutir? On va essayer donc de répondre à toutes ces questions. Donc à Pau, le 13 janvier, Emmanuel Macron, Mamadou Thior, a-t-il obtenu ce qu'il cherchait, c'est-à-dire de la clarté et du respect? Évidemment oui, parce que quand on voit un peu la déclaration finale qui a sanctionné le sommet de Pau, bon, les 5 chefs d'État concernés étaient aux petits soins du président Emmanuel Macron. Donc ce qui fait que ce qu'il voulait, quelque part, il l'a obtenu. Parce que on sentait ces dernières semaines, ces derniers mois, un ressentiment, je ne dis pas un sentiment anti-français, mais un ressentiment à l'égard de la politique française appliquée par le président Emmanuel Macron, et qu'il fallait un peu limiter la casse parce que les gens étaient exaspérés de voir les soldats maliens, nigériens, burkinabés se faire massacrer. Et pendant ce temps-là, la France, qui est une puissance quand même, qui a une puissance de feu énorme, qu'est-ce que la France fait alors qu'il a des milliers de soldats dans cette partie de l'Afrique, avec notamment des forces spéciales. Donc les ressortissants de ces pays-là, que ce soit nos amis maliens, nigériens, burkinabés, pour ne citer que ces 3 pays, ne comprenaient pas un peu cet état de fait. Et que bon, c'est pourquoi ce sommet-là, il voulait que, par exemple, par rapport à l'opinion publique qui était défavorable,
un peu inverser cette tendance-là. Il a obtenu des chefs d'État, mais l'opinion publique campe sur sa position. Très bien, donc les soldats français vont être augmentés plus de 220 sur les 4500. Est-ce que donc aujourd'hui la force Barkhane, dont on dit qu'elle sera une force de réaction rapide, sera plus efficace à vos yeux? Oui. En fait, le problème qui se pose dans cette partie, c'est que Barkhane doit mieux collaborer avec le G5 Sahel. Parce que le problème qui se pose, c'est que les deux forces qui sont là-bas, que ce soit le G5 et Barkhane, ne collaboraient pas assez. Et il faut dire aussi que la zone des 3 frontières, le Limtako-Gourma, qui est l'épicentre un peu du renouveau terroriste qu'on a noté ces derniers mois, c'est là-bas où il faut concentrer un peu la riposte. Parce qu'on a vu que les terroristes se pavanent et tuent comme ils veulent les militaires, que ce soit du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Je pense que c'est en cela que le sommet a peut-être eu des résultats probants. Faire en sorte qu'il y ait davantage une meilleure coopération entre Barkhane et le G5 Sahel, parce qu'il ne sert à rien que les deux forces travaillent séparément, parce qu'on a vu les résultats que ça a produit. Ça veut dire que les terroristes peuvent se mouvoir dans cette zone des 3 frontières et faire tout ce qu'ils veulent là-bas. Se promener comme des poissons dans l'eau, comme disait Mao Zedong. Absolument. Donc aujourd'hui, la question vraiment cruciale qu'on se pose, pourquoi les États impactés par ces conflits asymétriques sont si vulnérables aujourd'hui? On a vu des états-majors, des casernements attaqués avec une facilité déconcertante. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette fragilité? Mais parce qu'ils ont été surpris par le phénomène. Vous savez, on va l'aborder au deuxième point, la Libye en déliquescence. Bon, les gens ne s'attendaient pas à cette ampleur des dégâts venus de la Libye voisine. Parce que, quoi qu'on puisse reprocher à Muammar Kadhafi, il est arrivé à tenir en laisse tous ces groupes-là. Et maintenant, on a vu les résultats que ça a eu. Donc, ces États-là n'étaient pas préparés à cette nouvelle menace qu'est le terrorisme, surtout venu de la Libye, que ne dirigeait plus Muammar Kadhafi assassiné. Donc, c'est l'effet de surprise qui a joué. Et quand une armée n'est pas préparée à cette guerre que vous qualifiez d'asymétrique, et ça l'est réellement, c'est ça qui a un peu désarçonné les forces armées de tous ces pays-là. Pour aguerris qu'ils soient, ils ont été surpris. Très bien. Il y a également, on peut l'ajouter, l'immensité des zones qui sont concernées. Absolument. Prenez juste le cas du Mali. Moi, j'ai dit, le nord malien, c'est immensité désertique où il n'y a presque personne. Donc, quelque part, quand vous prenez des zones comme Kidal, Gao à la limite, mais les terroristes peuvent se mouvoir comme ils veulent là-bas, parce que c'est une immensité désertique et ils le maîtrisent mieux que les armées maliennes, qui sont plus concentrées vers le sud, où il y a une population plus dense. Mais c'est le même cas quand vous prenez un peu cette zone des 3 frontières, c'est réellement un no man's land et on peut comprendre quelque part que les terroristes qui maîtrisent un peu la zone puissent opérer comme ils veulent. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette partie du continent des problèmes de malgouvernance, de corruption et des conflits interethniques qui peuvent être un terreau fertile pour tous ces groupes islamistes? On l'a créé en 2019. Rappelez-vous, début 2019, entre les Dogons et les Peuls, il y a eu des attaques qui ont fait des dizaines de morts. Et il y a eu une sorte de revanche, entre guillemets, parce que la première attaque, ça a visé des communautés Peuls. Et après, on s'en est pris on a dit que c'est les Peuls qui se sont vengés des Dogons. Et récemment, d'ailleurs, il y a quelques jours, on a attaqué un village Peul qui a fait une quinzaine de morts. Donc, on n'est pas sorti de l'ornière. Ce conflit interethnique est quelque chose de latent. Heureusement que jusqu'à présent, ce qu'on craignait ne s'est pas produit, parce que c'est ce que sachent les terroristes, mettre en mal les ethnies et rajouter
une dimension à cette crise qui a fini de fragiliser ces pays-là. Pour ce qui est de la malgouvernance, c'est un problème réel. Je m'arrête sur le cas malien. L'armée malienne, quand vous prenez le régime d'Ibrahima Boubacar Keïta, le gouvernement n'a même pas été capable de mettre à la disposition de cette armée des hélicoptères en bon état. Ils sont allés acheter, c'est un scandale actuellement, ils ont allé acheter des hélicoptères qui se sont révélés qui ne pouvaient plus qui ne fonctionnaient pas en réalité, ces hélicoptères-là. Et d'ailleurs, il y a des pontes qui devront en répondre, parce que c'est des milliards qui ont été dilapidés. Résultat des courses, les soldats maliens sont en train de se faire tuer, alors que ça aurait pu quand même être un début de solution dans la riposte face au terrorisme. C'est ça. Et pour en terminer avec ce dossier, il y a des commentateurs qui expliquent qu'aujourd'hui, le Sahel, c'est la zone du monde la plus dangereuse. Elle est même plus dangereuse que la Syrie. Est-ce que ce n'est pas excessif, cela? Non, du tout. C'est la réalité. Parce que ce qui se passe et ce qu'on risque de craindre, surtout en 2020 et les années qui viennent, les gens qui se battaient en Syrie, comme la Syrie est pacifiée, Bachar al-Assad a remporté un peu cette guerre. Ceux qui étaient allés faire le djihad là-bas, entre guillemets, risquent de descendre en Libye. Parce que vous voyez, avec le maréchal Haftar qui attaque le gouvernement en place, donc il y en a qu'on a déjà annoncé en Libye. Et déjà, ils viennent rajouter un autre problème à ce problème-là. Ce qui fait que, bon, il y a à craindre une syrialisation de la Libye qui va avoir des conséquences sur ces pays-là si Barkhane et le G5 Sahel n'arrivent pas à contrer cette menace terroriste. C'est ça. Et pour en terminer vraiment, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a expliqué l'autre fois qu'aucun pays n'était immunisé, ni même ceux qui se trouvent sur le trait de côte. Est-ce que vous suivez de ce fait son regard? Oui, je pense il avait même émis l'idée qui était formidable à mes yeux, parce que les pays concernés par cette menace terroriste, sur les 5, la Mauritanie dans une moindre mesure, mais c'est le Niger, le Mali et le Burkina. Je pense qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des armées aguerries. Commençons par l'armée sénégalaise. C'est vrai, ils sont au Mali, mais en mettant en place le G5 Sahel, ça aurait pu être une entité beaucoup plus large qui implique la sous-région, parce que la menace peut aller au-delà de ces 3 pays concernés. Donc, ce qui fait que si on avait associé tous ces pays-là, et bon, que tous ces pays-là déploient bon an, mal an des soldats, je pense que la riposte serait beaucoup plus efficace que ce qu'on voit aujourd'hui. Je ne dis pas que les armées maliennes, burkinabées, nigériennes ne sont pas à la hauteur. Mais bon, quand on prend l'armée sénégalaise, ne faisons pas la fine bouche, c'est une armée très aguerrie et qui pourrait beaucoup aider dans la riposte au terrorisme. C'est ça. Et la Libye, on en a parlé, c'est un pays qui n'est pas très loin, on va l'aborder. Est-ce que c'est un pays qui est en train de se désintégrer ou qui s'est déjà désintégré? Est-ce que vous comprenez vraiment exactement ce qui se passe dans ce pays? Oui, non, c'est déjà désintégré. Je me rappelle en 2013, lors du forum sur la paix et la sécurité, le président Déby avait eu une formule choc. Il a dit aux Européens, vous n'avez pas assuré le service après-vente en Libye. Vous avez amené le chaos, après vous nous avez laissé avec ce chaos-là. Et il a eu raison. Je pense que s'il y a un principal responsable dans ce qui arrive à la Libye aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkozy. Il s'est fait un point d'honneur de se débarrasser de Muammar Kadhafi pour les raisons que nous savons, parce qu'il ne voulait pas, certainement pour ce que Kadhafi savait sur comment il a financé sa campagne, l'agent du financement libyen. Donc il s'est fait un point d'honneur de se débarrasser de Kadhafi, quoi qu'il en soit. Mais bon, c'est pourquoi la France quand même si Sarkozy n'est plus, François Hollande est parti, Macron qui est là, doit s'impliquer et essayer de trouver une solution. Parce que, je veux dire, d'autres pays occidentaux étaient impliqués dans la traque à Kadhafi, mais pas plus que la France. À l'époque Sarkozy, c'est comme si, il ne voulait plus voir Kadhafi mort ou vif, mais il ne voulait plus le voir à la tête de la Libye. Et on voit les conséquences que ça a eu. Ils n'ont pas préparé le chaos qui allait survenir après la disparition de Kadhafi. Et nous voyons les conséquences. Macron, déjà, vous en parlez.
il s'est impliqué, il s'est même rangé du côté de Haftar. Le conflit s'est internationalisé. Il y a la Turquie qui est de l'autre côté, l'Égypte qui est avec Haftar, etc. Comment vous comprenez cette internationalisation du conflit libyen? Oui, mais ça complique cette internationalisation, mais ça s'explique par le fait que les ressources du sous-sol libyen, le gaz surtout, et le pétrole, parce que nous ne nous voilons pas la face. Les Occidentaux, quand ils viennent dans nos pays, c'est pour des intérêts. Donc la Libye aujourd'hui, qui est en déliquescence, ils sont en train de pomper le gaz libyen. Et c'est ça qui explique d'ailleurs que des gens comme la France soient du côté de Haftar, parce que les zones qu'ils gèrent, les ressources qui y sont, ils vont profiter de cette instabilité-là pour en prendre autant qu'ils le pourront. Donc ce qui fait que Macron aurait pu faire de la médiation. Ce que fait la Russie, c'est un paradoxe. C'est la Russie qui mène la médiation avec la Turquie. Et cette médiation-là, d'ailleurs, a eu un début de succès avec ce cessez-le-feu qui a été signé dimanche dernier. Donc c'est un rôle qu'aurait pu jouer la France au vu de ce que Nicolas Sarkozy y a fait. Mais aujourd'hui, les États-Unis, quelque part, sont avec Haftar, beaucoup de pays occidentaux, et la Turquie a pris sur lui de soutenir le gouvernement de Fayez al-Sarraj, parce que chaque pays il tire son gain. C'est ça, et même la Russie mène un double jeu. Absolument. Il est du côté de Haftar et prône des négociations. Voilà, on va parler de l'Amérique. On peut dire que vous êtes un américanophile. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aimez l'Amérique de Donald Trump? Du tout. Je serai franc. Honnêtement, je ne reconnais plus l'Amérique que je connaissais. Mais c'est quelque chose qui ne me surprend pas. Quand vous avez la chance de parcourir, pas New York, parce que c'est la grande pomme, la grosse pomme comme on dit, mais quand vous avez la chance de parcourir l'Amérique profonde, au cœur de l'Amérique profonde, les États qui sont vers la côte Pacifique, le centre des États-Unis, vous habitez avec les Américains qui ont élu Donald Trump. Moi, je n'ai pas été surpris. Je me rappelle, j'étais sur un plateau de télévision le jour des élections de Donald Trump. Et vers 4 h du matin, avec mes co-débatteurs, je leur ai dit Donald Trump va gagner cette élection. Parce que ça ne m'avait pas surpris, en fait, par rapport aux résultats. Et les Américains, c'est foncièrement des gens qui sont égocentriques. Ils ne s'occupent pas de ce qui se passe au-delà, même de ces 50 États. Souvent, ce qui se passe au-delà de leur État, là, ils s'en moquent pas mal. C'est des gens qui sont, quand l'économie va, donc pour eux, tout va. Le reste, ce n'est que fioriture, comme on dit. C'est ça, ils sont autocentrés. Absolument. Donc, le temps est fini, mais il y a deux petites choses. Il y a l'impeachment. Est-ce que c'est du temps perdu? Donald Trump ne va pas finir comme Richard Nixon en 1974. Et l'autre chose, il y a les élections qui approchent. Beaucoup de commentateurs ont prédit que Donald Trump va rester au pouvoir. En 2 mots, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur les 2 sujets? Oui, quand on voit les forces en place au Sénat, parce que c'est le Sénat qui juge, les républicains sont majoritaires avec 53 membres, les démocrates ont 47 membres, et il faut 67 pour destituer Donald Trump. Donc mathématiquement, ils doivent aller chercher 20 dans le camp républicain. Ce n'est pas encore gagné, mais on ne sait jamais. Parce que là, c'est un jeu de yo-yo qui se joue. Les démocrates réclament l'audition de témoins supplémentaires que Trump a récusé. Par exemple, John Bolton, qui a été son conseiller à la sécurité, et qui peut faire des dégâts. Parce que le gars, il en sait tellement trop que Trump s'est dit, jamais il ne va pas être auditionné. Et il y a un Ukrainien, en venant ici, depuis, on en parle, il est à la une des grands quotidiens des médias américains, qui a lâché une bombe sur Donald Trump, qui a dit tout ce qu'il faisait, Donald Trump était au courant. Et il est au centre, c'est un Ukrainien. Il est au centre. Donc, on ne sait pas ce qu'il peut y advenir. Mais aujourd'hui, on voit que les républicains ont fait bloc autour de Donald Trump, même s'il y a au moins 5 sénateurs, notamment Susan Collins de l'État du Maine et un sénateur du Texas qui commencent à sortir des rangs parce qu'ils se sont rendus compte que le comportement de Donald Trump, quand même, n'est pas
un comportement adéquat. Et vous parliez de Richard Nixon. Richard Nixon n'a pas été mis en procès parce qu'il a démissionné avant le début du procès. Ce que Donald Trump n'accepte pas de faire, parce qu'il y a eu des présidents, avant même le début du procès, ils ont accepté de partir. Donc, ce qui fait que, Trump est sûr que, s'il arrive à échapper à ce procès-là, il est parti pour l'empire parce que l'économie américaine se porte très bien, dû au fait que quelqu'un comme Obama a limité la casse de la récession née de George Bush, et que, c'est les fruits que Donald Trump est en train de récolter. C'est un concours de circonstances. C'est ça, il a aussi sa base électorale. Oui, sa base électorale, je vous parlais des Américains de l'Amérique profonde. Donc c'est des gens qui sont égocentriques, et comme l'économie pour eux, il y a le plein emploi, ils se disent que c'est l'homme de la situation. Et en face, il faut reconnaître aussi les candidats, même Joe Biden qui a été vice-président, honnêtement ne font pas le poids avec un Donald Trump qui est dopé par une économie florissante. Merci beaucoup Mamadou Thiaw. On a été très très heureux de vous recevoir cet après-midi. Plaisir partagé. Merci beaucoup. C'est la fin donc d'Angle d'attaque ce soir. Merci à toute l'équipe technique dirigée par Massamba Mboup. Nous remercions également la maison de la presse qui nous a accueillis comme d'habitude dans ce bel auditorium. On vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Bonsoir. Angle d'attaque.